Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver après quelques semaines. C'est vrai que là le rythme est assez disparate puisqu'on est, comme je l'ai dit, en off-season. Il y a les fall reports qui sont tombés, ça veut dire que les élèves ou les étudiants athlètes ont quand même repris le chemin des universités, surtout au niveau sportif et bien sûr au niveau académique. Et on voit déjà des tendances via en fait des matchs qu'ils ont fait, des entraînements qu'ils ont fait, puisqu'ils préparent déjà la saison 2025 à venir. Et c'est là où les coachs vont pouvoir observer notamment les freshmen, voir un peu l'évolution des freshmen de l'année dernière qui sont devenus donc sophomores ou qui deviennent sophomores pour cette saison 2025. Etc., etc. Et ils vont pouvoir en fait constituer leur noyau en ce qui concerne le roster. Il y a quelques semaines, lors du dernier épisode, je vous ai parlé du fameux settlement qui va amener beaucoup de changements. L'heure n'est pas tout à fait encore au changement. Et avant de commencer cet épisode, je rappelle bien sûr l'instant promo. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes les plateformes de podcast, d'écoute, ainsi que sur YouTube. Et le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, en fait, on va avoir un sujet spécial. C'est un même sujet quelque part, même si dans ce même sujet, il va y avoir deux sous-sujets. Un sujet principal qui va en fait retracer l'histoire de facultés réputées. Et suite à cette histoire sur les facultés réputées, on va en fait se focaliser sur un joueur, ou en tout cas pas exactement un joueur, parce qu'il s'agit d'une joueuse en particulier. J'ai pas envie de trop vous spoiler, donc on va aller dans l'ordre des choses. Je vais tout simplement vous parler de l'Ivy League. Alors l'Ivy League, pour ceux qui suivent les sports universitaires, c'est une ligue connue, c'est tout simplement une conférence athlétique qui regroupe en fait 8 universités. Ces 8 universités ne sont pas n'importe quelles universités. Et surtout l'Ivy League, on le sait, c'est un terme aussi qui est quelque part récupéré pour tout simplement nommer ces 8 universités en général, même si on sort du cadre purement athlétique, puisque ces universités sont parmi les plus prestigieuses universités du monde, tout simplement. Elles ont une forte histoire, et c'est ce dont on va parler dans un premier temps. Si je vous dis Harvard, si je vous dis Yale, si je vous dis par exemple Columbia, même Princeton, tous ces noms-là, même si vous n'êtes pas forcément habitué en fait aux jeux universitaires, ce sont des noms que je suis quasiment sûr vous avez déjà entendu parler, notamment Harvard. Ces universités, plus également Brown, Cornell, Dartmouth, toutes ces universités-là, et même Penn, sont des universités qui font partie un peu de l'histoire même des États-Unis. Pour Cornell, c'est pas exactement le cas, mais les autres universités que j'ai citées ont été fondées en fait pendant la période coloniale. C'est quoi en fait la période coloniale? Donc là, c'est parti pour le mini cours d'histoire. Et attention, l'objectif c'est pas de vous faire un cours d'histoire en soi, on va pas avoir beaucoup de détails, je vais essayer de vulgariser au maximum pour qu'on arrive là où je veux qu'on arrive. Au départ, il y a eu l'établissement, on va dire, de 13 colonies. Ces fameuses 13 colonies, c'est un groupe de colonies britanniques qui étaient sur toute la partie nord-est des États-Unis, dans la partie atlantique, tout simplement, vraiment sur la partie, on va dire, côtière. Ces 13 colonies ont été en fait établies au XVIIe et au XVIIIe siècle. Vous le savez, on avait un empire britannique fort qui avait donc placé un peu ses pions, notamment vers ce nouveau monde qui sont devenus ensuite les États-Unis. Mais ce sont devenus les États-Unis notamment en partie grâce à ces fameuses colonies, puisque à force d'avoir, on va dire, ces problèmes, en tout cas de plus en plus de problèmes vis-à-vis de l'Empire britannique, du gouvernement impérial, ces 13 colonies vont s'unifier et ça va amener en fait à l'expulsion des officiels britanniques et ensuite à la fameuse guerre d'indépendance avec la fameuse indépendance en 1776. Et donc ces universités ont été en fait établies et créées pendant cette période coloniale. Par exemple, je vais vous dire, Harvard c'était dès 1636,
Pour ceux qui connaissent un peu plus, par exemple Princeton c'était en 1746, Yale c'est en 1701, etc. etc. D'ailleurs pour la petite histoire, pour ceux qui suivent notamment les sports universitaires, quand je me suis un peu renseigné sur le sujet pour vous faire cet épisode, et c'est quelque chose que je ne savais pas, il y a deux autres universités, on va dire, de l'époque, qui ont été créées pendant cette époque coloniale, qui sont quand même connues. Il y a le collège de William et Mary, qu'on voit notamment quand on suit un peu la NCAA, et il y a surtout Rutgers, la Rutgers University dans le New Jersey, si je dis pas de bêtises, qu'on voit en Big Ten. Moi je le savais pas, c'est à la base ça s'appelait Queen's College et c'est devenu Rutgers University, et donc c'est l'une de ces fameuses universités créées pendant la période coloniale. Alors au passage, je fais un petit aparté personnel, vous risquez d'entendre pas mal d'hélicoptères. Pourquoi? Parce que là on est en pleine période électorale et je suis donc à Washington et voilà. Il y a, on va dire, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus des risques en soi, mais comme il y a des potentiels risques, ils font voilà, pas mal de tours, donc on entend souvent les hélicoptères, vous allez entendre souvent des bruits, donc désolé à l'avance si c'est un peu perturbant, j'essaierai de cacher au maximum via le montage ce genre de bruit, mais voilà, je vous l'explique quand même en amont au cas où ça s'entend un peu trop. Donc revenons à nos moutons. On a donc toutes ces belles universités, ces fortes universités qui sont créées dans la période coloniale et qui sont en fait surtout devenues des représentantes de ce qu'on appelle l'élitisme, la partie élite américaine, la partie élite mondiale, quand on parle d'éducation, puisqu'on y recherche là-bas l'excellence académique. Les admissions sont très 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 sélectives, même au niveau, on va dire, mœurs et aspect social, on est dans de l'élitisme. Donc voilà, je le sais, enfin j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, de toute façon, ce sont des universités qui sont quand même connues, même ne serait-ce que de nom. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la partie sportive pour le coup, puisque la Ivy League, en termes de sport, a aussi eu une certaine influence, une forte influence même j'ai envie de dire. Tout d'abord, en tant que, on va dire, université au niveau sportif, elles ont très rapidement été des pionnières, même si l'Ivy League en tant que conférence n'existait pas forcément encore dans cette appellation. On a eu des matchs entre facs de cette conférence très tôt dans l'histoire des États-Unis. Par exemple, pour le baseball, ce qui nous intéresse, on a eu des matchs interuniversités dans cette partie-là, dans ce type d'université, en fait, dès les années 1860. Il y a aussi une petite anecdote qui est sympa à connaître. Le premier match de baseball télévisé, c'est un match de l'Ivy League en fait. Enfin, c'est un match entre Princeton et Columbia et c'était le 17 mai 1939. Donc, il faut imaginer l'importance qu'a cette Ivy League de par ses racines particulières vis-à-vis du pays et donc par ce qu'elle a été capable d'amener en termes de sport dès ses premières années. On le sait, au football américain, il y a une très grosse histoire de l'Ivy League, notamment de Yale. Et ce qui est assez marrant pour un peu finir avec cet aspect historique sur la conférence en soi, c'est qu'au final, l'Ivy League en tant que conférence en ce qui concerne le baseball n'est arrivé que très tard, puisque c'est en 1993 que nos universités, nos 8 universités favorites, donc je le rappelle, Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Columbia, Dartmouth, Brown et Penn, donc University of Pennsylvania, ont eu en fait cette Ivy League pour elles à partir de 93. Pourquoi ça? Parce qu'avant, en fait, elles partageaient en fait les spotlights dans une conférence qui s'appelle l'Eastern Intercollegiate Baseball League avec en fait deux autres grosses institutions universitaires qui sont liées au service militaire, académique militaire, c'est Army et Navy. Et ce, de 1930 à 1992. Donc dans l'histoire récente, jusqu'à l'histoire récente en fait, l'Ivy League en tant que telle au niveau du baseball n'était pas établie, tout simplement. Et maintenant, en termes de joueurs, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, il y a quand même eu des pionniers, il y a des noms que je vais vous donner, que vous allez connaître très certainement. Je vais aller dans l'ordre, en fait, ce que je vais vous faire, je vais vous donner des noms de joueurs par position, en commençant du receveur, et faire toutes les positions si possible. Le premier, donc le receveur, n'est peut-être pas le joueur le plus talentueux, c'est pas un Hall of Famer, enfin, voilà. Il est connu, en fait, mais pour d'autres choses, c'est Mo Berg. Alors lui, il sortait de Princeton,
si je dis pas de bêtises, il sortait de Princeton et il avait eu aussi un degré à Columbia. Donc faut se rendre compte que lui, il a un peu navigué entre les grosses écuries universitaires. Euh, il a été voilà apparemment un très bon, un très solide receveur qui a été plutôt un journeyman. En 15 ans de carrière, c'était pas donc un joueur offensif du tout, parce qu'en 15 ans de carrière, il a réussi à frapper 6 home runs. Donc apparemment, il était meilleur en fielding qu'en hitting. Et surtout, il a eu une vie très intéressante et bien remplie, puisque au-delà de sa carrière dans le baseball, il a été aussi avocat, il a été aussi surtout espion. Il faut savoir que quand il s'est retiré du baseball, il a fait partie de la délégation américaine qui est partie, vous savez, à Tokyo en 1934, avec notamment les Hall of Famers comme Babe Ruth, Lou Gehrig, etc., qui étaient partis donc voilà pour faire des matchs un peu d'exhibition, hein, voilà au Japon. Donc il a fait partie de cette délégation, mais lui en tant que, je pense en tant que voilà entre guillemets espion, c'est-à-dire il faisait partie de l'intelligence en fait, hein, les officiers qui font partie de l'intelligence pour donner un peu plus de contexte. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il va avoir encore un rôle un peu plus important, là en tant que pur espion. Il va être envoyé en Allemagne, et il avait même eu certaines instructions, notamment d'éliminer s'il le fallait Werner Heisenberg. Mon micro a coupé, de toute façon vous êtes habitués, j'ai toujours des petits problèmes techniques. Ce qui prouve qu'on est vraiment sur du travail de qualité, hein, professionnel on va dire. Mais donc ce fameux Werner Heisenberg était un physicien en fait allemand, et donc notre Mo Berg avait peur de l'assassiner s'il y avait des preuves que les Allemands étaient proches de pouvoir construire la fameuse bombe atomique. Vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a amené pas mal d'incroyables évolutions technologiques, mais aussi d'effroyables évolutions technologiques, comme la fameuse bombe atomique que les Américains ont développée. Et bien voilà, dans leur espionnage, ils faisaient aussi attention à voir à ce que les Allemands ne la développent pas, ou en tout cas n'étaient pas proches de pouvoir la développer. Donc voilà, il a une vie bien remplie, mais c'est pas le joueur le plus connu en termes de joueur de baseball, puisque dès la première base, je vais vous parler de Lou Gehrig. Lou Gehrig, vous le connaissez très certainement, et il faut le savoir, hein, pour ce joueur, pour cette légende, tout est un peu à l'hollywoodienne, si je puis me permettre, dans le sens où, alors que le Yankee Stadium s'ouvrait en 1923, lui, de son côté, il va réussir un record dans son université du côté de Columbia. Il faut le savoir, à cette époque-là, il était pitcher. Bon, c'était on va dire, une sorte de two-way player sans être un two-way à plein temps. Mais voilà, il a été pitcher du côté de Columbia et il avait réussi un record de l'université en réussissant à retirer en surprise 17 batteurs. Donc voilà, ça a été quelque chose d'exceptionnel. En plus, il a fait ça devant notamment un scout des Yankees. Donc l'histoire après a prouvé que le scout est venu au bon moment, hein, Paul Critchell ou Crichel, si on veut donner la prononciation un peu plus à l'anglaise. Ce qui a montré en fait, ce que Gehrig montrait, enfin, ce qui a montré à Crichel ce que Gehrig pouvait valoir, c'était plutôt sa puissance, hein, sa puissance notamment quand il était en at-bat, donc au niveau de la batte. C'est ce qui lui a permis d'avoir et de signer un contrat pro quelques mois après. Vous le savez, à cette époque-là, il n'y avait pas d'histoire de draft, c'était beaucoup plus direct le profil, même si on pouvait être amené à, pourquoi pas, aller voguer vers d'autres cieux, vers des ligues semi-professionnelles par exemple, pour se faire la main. Je rappelle que c'est Branch Rickey qui a un peu démocratisé tout ce qu'on connaît en tant que farm system, en termes de farm system. Il n'y avait toujours pas de draft, mais c'est lui qui a un peu mis en place ce côté farm system avec cette affiliation vers des ligues un peu plus semi-professionnelles, ou même donc, ce qu'on connaît en tant que ligue mineure, pour pouvoir en fait développer ces jeunes. Enfin bref, comme d'habitude, je pars d'un point A, j'arrive à un point B, j'espère retrouver mon point A. Donc on parlait de Lou Gehrig. Lou Gehrig, vous le savez, il n'a pas pitché pour les Yankees, mais voilà, ça a été donc un première base à la carrière plutôt exceptionnelle du côté du Bronx. Donc voilà pour la première base. En deuxième base, on a Eddie Collins. Eddie Collins, c'était un
comme beaucoup d'athlètes américains à travers les âges, une star dans plusieurs sports. Je cherchais mon français. Il a été à Columbia en fait quarterback, hein, en tant que, enfin, en football, et il a été également donc voilà un joueur de baseball. C'est d'ailleurs un des plus grands secondes bases de l'histoire. Euh, il a d'ailleurs été un peu sneaky puisque après sa troisième saison, donc sa saison junior à Columbia, il a rejoint une ligue semi-pro. Mais bon, il voulait quand même garder son éligibilité au niveau universitaire, donc il a pris un autre nom. Il s'est donné un pseudonyme, hein, Eddie Sullivan. Il a, euh, il a donc participé, enfin il a donc joué du côté des Philadelphia Athletics. Donc, au bout d'un moment, voilà, avec son apparition dans 6 matchs pro, du coup, il a été inéligible pour sa saison senior. Il a quand même terminé son diplôme, hein, pour avoir son diplôme au niveau académique. Hein, il a réussi à avoir donc voilà son diplôme, même s'il ne pouvait plus concourir en fait, hein, en tant que joueur, hein, au niveau donc sportif, mais par contre au niveau académique, il a pu donc finir en tant que undergraduate coach et avoir son diplôme. Euh, il est parti voilà, aux World Series, hein, quand même. Hein. Il les a remportés d'ailleurs, les World Series, si je dis pas de bêtises, dans les années 10, hein, 1900, je pense que c'est 1911, 1913. Je ne me rappelle plus de l'histoire exacte. Je suis sûr que quelqu'un comme Gaëtan Alibert euh, doit en savoir bien plus que moi là-dessus. Mais voilà, ça a été un autre joueur très important. Après, il a joué du côté des White Sox. Il a été GM des Red Sox dans les années 30 jusqu'aux années 40. C'est un Hall of Famer, hein, Hall of Famer en 39. Enfin, bon, bref, on va passer à la suite, hein, parce que le but c'est juste de vous présenter vite fait quand même des noms qui sont connus dans l'histoire et qui sont donc passés par la Ivy League et ensuite par la MLB. Et je vais laisser le shortstop de côté vite fait là rapidement, parce que j'ai envie de vous parler du troisième base, parce que c'est un autre joueur des Yankees, un de ces fameux Yankees des années, on va dire 30 notamment. C'est Red Rolf. Red Rolf, alors, il a été plutôt lui du côté de Dartmouth en termes de faculté Ivy League, et il a gradué plus tard, hein, parce que lui il a gradué au début des années 30, hein, je pense que c'est en 31. Il va donc rejoindre Lou Gehrig, hein, comme ancien Ivy Leaguer, voilà, devenu New York Yankee. Voilà, ça a été un joueur très intéressant. C'est pas le joueur qu'on connaissait pour sa puissance, pour le coup. C'était plutôt un joueur qui avait une bonne moyenne à la batte, une bonne discipline et qui était aussi connu pour sa vitesse. Et donc il faut le savoir, que ce soit Rolf ou que ce soit Gehrig, ils ont eu un impact tel. Gehrig, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça, mais je veux dire, même Rolf, de par sa carrière aussi universitaire, ils ont une carrière telle que leurs noms sont des noms que l'on retrouve souvent en Ivy League. Par exemple, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'à un moment, ils divisaient la Ivy League en baseball en deux divisions. Donc il y a une division Gehrig, Lou Gehrig, et une division Red Rolf, pour vous donner la petite anecdote. Et donc le shortstop, je vais en revenir un peu après pour finir avec cette partie Red Rolf, Lou Gehrig assez rapidement. En fait, il s'agit de Bill Almon, et Bill Almon, c'est pas n'importe qui pour l'Ivy League vis-à-vis de ce qui s'est passé après en MLB, puisque c'est le premier athlète d'Ivy League qui va être sélectionné premier pick overall dans une draft professionnelle, puisqu'il a été sélectionné en 74 par les Padres. Issu, lui, du côté de la fac de Brown, il avait fait une année exceptionnelle du côté de Brown, justement l'année où il va être drafté, puisqu'il avait terminé avec une moyenne à la batte de 350 pour 10 home runs, 31 points produits et 20 bases volées. Donc voilà, ça a été, parce que c'était une année, on va dire, exceptionnelle dans le sens où ça reste une année de college baseball avec, en plus en Ivy League, beaucoup moins de matchs, hein. Il n'y avait pas trop, il n'y avait pas forcément beaucoup de calendrier, vous savez, hors conférence, in conférence comme on a maintenant. Donc il a fait ça sur un très petit échantillon, ce qui lui a valu quand même voilà, des louanges, et donc cette première place overall à la draft de 74. Dans l'outfield, on va parler de joueurs qui sont un peu plus contemporains de notre époque, puisqu'on va parler tout d'abord de Doug Glanville. Doug Glanville, en fait, lui, il sort du côté de Penn, à l'Université of Pennsylvania, et il avait fini sur une très belle saison, déjà en termes statistiques. Il avait terminé avec 414 de moyenne à la batte, 6 home runs, 15 bases volées, et donc au niveau de la draft en 91, il est récupéré par les Cubs, je pense 12e pick, c'est le 12e pick au global. Euh,
Il va jouer pour plusieurs teams où il va être voilà, réputé pour sa défense. Euh, il va avoir une très grosse saison, c'est en 99 avec les Phillies. Donc voilà, ça reste un joueur qui n'a pas été voilà, un joueur star non plus, mais voilà, ça reste un joueur qui a été très très bon en Ivy League et qui a aussi représenté la Ivy League en MLB de la meilleure des manières. Donc il fallait les noter. Le deuxième outfielder dont je vais parler, c'est Fernando Pérez. Fernando Pérez, alors lui c'est encore plus récent puisque il a été récupéré par les Rays de Tampa Bay en 2004. C'était un des joueurs, enfin c'était un joueur très 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 rapide. Il a commencé donc en MLB en 2008 et pour ceux qui le savent, en 2008 les Rays font une très grosse saison. Ils se retrouvent notamment en ALCS face aux Red Sox. Les Red Sox qui étaient champions, si je me rappelle bien, la saison d'avant en 2007. Vous pourrez me corriger si ce n'est pas le cas et me jeter des bananes. Pourquoi des bananes, je sais pas. Bref. Ou des tomates, ce que vous voulez. Mais normalement ça doit être le cas. Je pense que les Red Sox 2004, 2007, 2013, 2018, dans les années récentes je parle, de mémoire. Bref, vous me corrigerez. J'ai pas envie de vérifier, donc vous me corrigerez. Ça nous permettra d'interagir sans violence. Mais bref, donc 2008, c'est une grosse année pour les Rays. Ils se retrouvent en LCS et donc justement ce Pérez qui sort donc de la fac de Columbia va réussir quelque chose de très très bon en tant que pinch runner et qui va donc vraiment montrer sa fameuse vitesse parce que c'était, comme j'ai dit, un des joueurs les plus rapides qu'on ait pu voir dans le baseball et notamment dans le baseball moderne. Il va en fait scorer le point vainqueur, le run vainqueur dans ce Game 2 des LCS contre Boston. Voilà, c'est son principal fait d'armes, j'ai envie de dire. Donc, voilà, je voulais en parler quand même, puisque il a été quand même important et c'est un Ivy Leaguer. Le dernier outfielder dont je vais parler, c'est pas n'importe qui, notamment pour les fans des Twins de Minnesota, c'est Gene Larkin. Gene Larkin, il a battu pas mal des records de Gehrig quand il est parti, lui, du côté de Columbia. Donc, lui, c'est bien plus tard, parce qu'il a été dans les années 80 à Columbia. Il va être ensuite drafté par les Twins en 84. Il va faire partie du roster des Twins de 87. Et il va donc gagner les World Series en 87. C'était d'ailleurs le premier titre de Minnesota, donc il est vraiment dans l'histoire de Minnesota pour le coup. Et il l'est encore plus, puisque je vous rappelle que Minnesota a gagné un autre titre. Ce titre, c'est face aux Braves en 1991. Et c'est lui qui score le point gagnant, parce qu'il gagne 1-0 face aux Braves lors de ce Game 7 des World Series 91. Donc voilà, il fait partie des 7 autres, enfin c'est un des 7 joueurs qui ont gagné les 2 titres du côté de Minnesota. Donc voilà, il est vraiment historique et très connu, Gene Larkin, du côté des Twins. Vous savez quoi, je vais vous donner une sorte de utility player, puisque c'est quelqu'un qui est connu dans le monde du baseball. C'est le sélectionneur de Team USA en World Baseball Classic, c'est Mark DeRosa, qui est aussi consultant pour la télévision ici aux États-Unis, quand on parle de baseball. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, Mark DeRosa, c'était un très gros joueur en Ivy League. Il a été du côté de Penn, et à Penn, c'était une star de 2 sports. C'est une star donc en baseball, mais à la base, c'est pas pour le baseball qu'il est à Penn, c'est pour le football. C'était donc le quarterback des Quakers, comme ça qu'on les appelle, à l'université de Penn. Et il a donc été un très gros quarterback pour eux. Il a été d'ailleurs All Ivy League quarterback pour cette équipe de Penn. Et il a aussi joué donc du côté je pense qu'il était shortstop. Je pense qu'il était shortstop. Quand il était en Ivy League, je parle. Du côté donc de l'université de Penn. Et ensuite s'ouvre à lui voilà, un choix. En 96, il est drafté au 7e tour de la draft, et il a l'occasion donc de pouvoir soit signer avec les Braves puisqu'il a été drafté par ces derniers, soit tout simplement continuer en fait ses études et notamment aussi sa carrière universitaire en tant que footballeur américain. Il va décider de signer du côté donc des Braves, tout en continuant quand même ses études en aparté, parce qu'il va réussir à avoir, je pense c'est alors c'était quoi? C'était un diplôme en management et marketing. Et ça c'était en 97.
Et d'ailleurs, il était dans la Wharton School. La Wharton School, c'est la partie business de cette, donc très réputée d'ailleurs, la partie business réputée de cette université de Penn. Donc voilà, il va signer aux Braves. Après, on va le voir dans plusieurs équipes, et notamment, il va faire une grosse saison en 2007-2008 du côté des Cubs. Je pense que c'est sa meilleure saison. Je crois que j'ai lu un truc comme ça. Il termine avec une vingtaine de home runs. J'aimerais bien vous retrouver les stats, mais je les ai pas devant moi. Je pense qu'il termine avec 21 home runs, 87 RBI. Et à l'époque, les Chicago Cubs, c'était quand même l'équipe qui était en haut de la NL Central. Donc il aura eu une carrière très intéressante. Et il est, comme je l'ai dit, un consultant connu et également un sélectionneur, on va dire, manager de baseball connu au niveau de Team USA. Voilà pour tout ce qui est joueur de position. Je vais vous donner quand même un pitcher, puisqu'il est très connu, c'est Ron Darling. Ron Darling, je ne vais pas trop vous le présenter non plus, parce que je pense qu'il est quand même très connu. Il faut le savoir qu'il était d'abord, en tant qu'université, il était du côté de Yale. Et Ron Darling, d'ailleurs, il parle français, enfin il comprend très bien français. Peut-être que là je m'avance en disant qu'il parle français, mais en tout cas il comprend très bien français, et d'ailleurs il avait eu son degré on va dire qu'il a eu son degré majeur en français, et notamment en histoire de la France et en histoire de l'Asie du Sud-Est. Du côté du baseball à Yale, c'était une machine. Il y avait même un match contre St. John's où il avait lancé pour 11 manches, les 11 manches du match, et il n'avait pas concédé un seul hit. Donc pas mal, le no-hitter en finissant le match et en terminant en extra manche. Il va donc être drafté, ensuite l'histoire on la connaît, il va être drafté par les Rangers, mais il va être trade aux Mets, et ça va faire plaisir aux Mets, puisqu'il va être l'un des membres très très importants de la rotation des Mets qui ont gagné en 86. Il avait terminé, je pense, cette année-là 5ème au Cy Young, ce que j'avais lu. Donc voilà, Ron Darling, c'est un très grand monsieur pour nous fans des Mets. Et c'est un très très grand monsieur quand même du baseball, et notamment de l'Ivy League. Donc voilà pour ces joueurs, ces connaissances qui ont donc fait non seulement de l'Ivy League, mais qui ont ensuite été en MLB, qui ont été un peu ces ambassadeurs de cette ligue prestigieuse académiquement parlant, et qui ont montré, de par l'histoire, parce que comme vous l'avez vu, ça part des années 1900 et quelques, 1910, jusqu'à notre époque, ils ont été quand même représentatifs de l'histoire et de l'évolution du baseball professionnel par leur draft en MLB. Voilou. Donc vous savez quoi, faisons une petite pause de quelques secondes, pour vous quelques secondes, pour moi un peu plus, je vais prendre un petit peu d'eau et je reviens. Et donc on va conclure ce podcast qui sera assez court pour le coup, mais voilà, c'est vraiment un podcast centré sur l'Ivy League, avec le deuxième sujet qui en découle, puisqu'on est toujours dans l'Ivy League, et là on va parler de quelque chose aussi qui a un aspect assez pionnier dans ce qui se passe en termes de college baseball, puisque en son sein, donc au sein de l'Ivy League, on a une première en termes de NCAA D1 baseball, avec la première athlète féminine qui est dans un roster de baseball en Ivy League. Elle est du côté de Brown, et je vais vous en parler un peu plus en détail. Cette jeune demoiselle, c'est Olivia Pichardo. Alors il faut le savoir, c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez classique en soi, c'est-à-dire qu'elle elle a joué dans les Little League. Elle a joué donc plusieurs saisons dans les Little League, et le truc qui était un peu moins classique, c'est qu'elle a continué à jouer dans l'équipe de baseball au lieu de, on va dire, shifter vers le softball. Alors pareil d'ailleurs dans une interview, moi c'est en lisant une interview d'elle lors des Little League qui sont passées cette saison, donc l'interview ne date pas de cette saison, mais je veux dire, je lisais en fait tout simplement sur leur site, un peu où je me baladais, je lisais des interviews et compagnie, et je suis tombé sur son interview, et je me suis rappelé que je l'ai contactée, c'était en 2023,
quand j'ai vu en fait qu'elle était, parce que vous savez forcément comme c'est la première athlète voilà, qui entre dans un roster de baseball en NCAA D1 baseball, bah forcément elle a fait la une, hein, notamment sur Twitter. Donc je me suis dit que je vais la contacter, malheureusement ça a été sans succès, mais bon voilà, après j'avais un peu oublié, forcément quand j'ai continué à parler vraiment du baseball universitaire en général, et après c'est vrai que on oublie forcément un peu. Et là, en fait, quand je suis tombé sur l'article et je commence à lire et je vois son nom et je me dis, ah, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Donc en lisant au fur et à mesure l'interview, bah, je me dis, ah ben oui, c'est elle. Donc voilà, c'est pourquoi je vais vous parler de cette jeune demoiselle. Elle a eu, donc comme j'ai dit, un parcours plutôt logique en termes de Little League, hein, c'est-à-dire voilà, faire plusieurs saisons en Little League et compagnie, mais elle est restée du côté du baseball, donc au fur et à mesure, elle voyait toutes ses comparses féminines petit à petit quitter l'équipe de baseball et aller vers le softball, tandis que elle restait au niveau du baseball. Elle a continué à jouer au baseball puisqu'elle a même intégré l'équipe nationale de USA, Team USA au niveau de baseball en 2022. Elle a d'ailleurs fait un tournoi avec cette équipe-là. Elle était encore lycéenne à cette époque-là, c'était l'année où en fait après elle allait donc graduer et passer du lycée à l'université. À l'université, elle qui est plutôt très très voilà, bonne en tant qu'étudiante, hein, très forte en termes d'études, elle va se dire voilà, je vais chercher en fait une fac élite pour en priorisant bien sûr l'aspect académique. Donc elle a appliqué pour des universités et elle a été admise à Brown. Donc Brown, l'une des plus grosses universités, une université membre de l'Ivy League. Quand elle est entrée en fait, quand elle a été admise du côté de Brown, donc par ce biais académique, donc avec une admission tout simplement normale, hein, on va dire standard, elle a directement en fait contacté le head coach de Brown pour lui dire qu'elle voulait faire les try-outs, donc les essais en fait qu'on a lors de l'automne. Comme je vous l'ai dit, chaque saison, je vous embête avec ça, je dis je lis les fall reports, les fameux fall reports, les rapports d'automne, où en fait on voit en fait justement les coachs, les coaching staff essayer des choses, faire travailler, tester un peu les freshmen pour voir qui va pouvoir faire le cut et entrer dans le roster. Souvent, on a des rosters assez énormes, même s'il y a très peu de joueurs au final par rapport aux rosters qui vont pouvoir y jouer. Mais voilà, on a des rosters tellement énormes qu'il faut bien sûr évaluer un peu tout le monde, entre les transferts, entre les joueurs un peu plus seniors, entre les joueurs qui viennent d'arriver en fonction de leur qualité, et pouvoir faire des choix. Et elle a fait le cut en fait en 2023, enfin à l'automne 2022 pour la saison 2023, puisqu'elle a eu un spot dans le roster en fait tout simplement de Brown, et elle a pu participer, en tout cas être dans le groupe en tant que utility player. Et d'ailleurs, je pense que c'est en mars 2023, elle est devenue la première femme, tout simplement, à jouer un match, puisqu'elle a fait en fait un at-bat en tant que pinch hitter face à Bryant. Elle a fait un autre match en 2024, parce qu'elle aura fait qu'un seul match en 2023 et un seul match en 2024. Non, oui, c'est ça. Un seul match en 2023 et un seul match en 2024, à chaque fois en qualité de pinch hitter. Donc c'est une plate appearance qui va devenir en fait pour le match de 2023 un at-bat. Pour le match de 2024, c'est juste un plate appearance, si je dis pas de bêtises, puisque elle va être hit by pitch. Elle va être hit by pitch, donc du coup son OBP sur 2024 est de 1000, hein, donc de 100% tout simplement. Et en plus elle va scorer un run. Donc voilà, très belle expérience pour elle. Elle va en plus faire parler d'elle, puisque comme je vous l'ai dit, pendant l'été, le baseball continue. Il y a les fameuses ligues d'été, et elle est partie du côté, alors comment s'appelle la ligue ? Le nom est compliqué, mais je vais vous retrouver le nom. Je cherche le nom parce que je l'ai sur le bout de ma langue. C'est la Hamptons Collegiate Baseball League. Là-bas, elle va jouer pour les Sag Harbor Whalers, et là-bas, elle va avoir bien sûr beaucoup plus de temps de jeu. Elle va notamment avoir elle va jouer sur 21 matchs, 45 at-bats. Elle va terminer avec un home run, 5 points produits. Elle va réussir tout simplement à intégrer même la team de All-Star, on va dire, lors de cette mouture.
c'est vrai que sa moyenne à la batte et tout sont un peu faméliques, on va pas se mentir, mais elle va quand même intégrer le All-Star Game, on va dire, de cette ligue-là. Euh, donc voilà, c'est tout simplement une pionnière. C'est une pionnière vis-à-vis de cette ligue d'été, parce que je pense que c'est la première femme qui frappe un home run dans cette ligue. C'est des ligues en fait qui ont peut-être un niveau un peu plus faible, par exemple, que là, pour être honnête, que le sport universitaire, mais ce sont quand même des ligues qui comptent, hein. On blague rarement avec les ligues d'été, que ce soit la Cape Cod League qui est vraiment la plus réputée, là c'est le haut niveau, ou des ligues comme celle dont je viens d'énoncer, la Hamptons Collegiate Baseball League. Donc c'est pas quelque chose à mésestimer non plus. Euh, Olivia Pichardo, en fait, ce qui est intéressant, c'est le parcours qu'elle a eu, en fait. C'est pourquoi je voulais en parler rapidement, puisque, comme je l'ai dit, voilà, c'est une femme qui est restée au milieu, entre guillemets, dans un milieu très masculin. On le sait, hein, il y a eu des pionnières au niveau du baseball, même au niveau du baseball professionnel. On a vu récemment même des femmes devenir managers dans les minors, par exemple. Je pense à Belkovec, de mémoire. Vous me corrigerez encore une fois si je me trompe, mais je suis quasiment sûr pour le coup. Avant ça, on a eu des joueuses, hein, qui ont réussi à intégrer même des niveaux, voilà, quasiment au niveau minor league et compagnie. Et on a eu bien sûr les fameuses pionnières dont on parle beaucoup dans le film, le titre en français. C'est une équipe hors du commun? Je sais plus, une ligue hors du... Bref, League of Their Own, en anglais. Parce que je vais pas m'aventurer à vous lire en français quand je me rappelle plus du titre. Vous savez, le film avec Jenna Davis, Tom Hanks, Madonna, etc., etc., où en fait on retrace un peu la carrière de cette ligue, qui avait été mise en place notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on puisse encore avoir du divertissement au niveau du baseball, hein. Les hommes étaient partis à la guerre, entre guillemets, et les femmes, en fait, avec un très bon niveau d'ailleurs, ont eu cette fameuse ligue pendant, je pense que ça durait quoi, une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que dans l'histoire de ce sport, on a eu en fait des pionnières aux différents niveaux, mais il manquait d'une pionnière, entre guillemets, au niveau, tout simplement, baseball universitaire. Ce qui, dans l'inconscient collectif, aurait pu faire sens, hein, avoir une pionnière d'abord à ce niveau-là, avant d'avoir une pionnière par exemple au niveau professionnel, et pourtant ça n'a pas été le cas, puisque Pichardo vient d'arriver en tant que pionnière donc dans ce milieu-là. Donc bah, déjà bravo à elle. Ça peut pourquoi pas inciter à voir de plus en plus de jeunes filles, bah, ne pas vouloir abandonner, puisque comme elle le dit clairement dans l'interview, elle c'est vraiment le baseball qui l'intéresse. Euh, les gens peuvent se dire ah mais softball, voilà, patati mais ça reste des sports différents. C'est vrai que y a forcément des similitudes, mais ça reste des sports différents en soi. Et pour elle c'est le baseball qui compte, et donc ne pas, voilà, c'est quelque part une source d'inspiration et d'abnégation pour ce qu'elle a réussi à faire. Et on pourrait, pourquoi pas, voir ce genre de choses arriver dans le futur, plus ou moins lointain. Pardon. Donc, voilou, alors que je transpire, puisque je vous donne un peu de... Je vous raconte un peu ma vie, puisqu'on a un peu de temps, j'ai pas fait un long podcast, mais en ce moment aux États-Unis, bon, on est en période électorale d'ailleurs, à l'heure où moi j'enregistre, on n'a pas encore le président, mais c'est ce soir, ça ne saurait tarder. Euh, il fait super chaud. Là en ce moment je suis à Washington en fait, et on attend même ce mercredi 27 degrés. Faut le savoir, il y a une semaine il faisait entre 10 et 15 degrés quoi. Et là on a une hausse des températures géante, et là ça va redescendre je pense ce week-end, mais bref, je vous raconte un peu la vie, puisque c'est pour vous dire que j'enregistre dans des conditions où je transpire comme je ne sais quoi. Mais bref. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode assez court, centré sur la Ivy League. J'avais quand même 2-3 petites choses à dire, et puis c'est aussi pour un peu diversifier les épisodes, plutôt que juste de vous faire un truc sur l'histoire et ensuite vous parler des Fall Reports. Les Fall Reports, on aura le temps d'en reparler. Je pense que peut-être je vais même les garder de côté, et puis parler peut-être de certains joueurs, appuyer sur certains joueurs, et après faire vraiment, quand je ferai les previews, des choses un peu plus en détail, comme l'année dernière. On aura le temps de parler de plein de choses. Il y a l'AFL qui est en cours, que je suis là en ce moment. Récemment, j'ai regardé un match où Jack Lyonnais a frappé un home run, et j'ai vu que Florida s'en est fortement réjoui, forcément. On aura le temps aussi de parler, pourquoi pas, quand la draft va arriver, de se faire un petit épisode spécial draft. Enfin, la loterie, excusez-moi. Pas la draft en tant que telle, mais la loterie qui va nous donner en fait l'ordre de la prochaine draft. Et puis, j'ai envie de m'arrêter là, hein. Dites-moi aussi s'il y a des sujets qui vous intéresseraient
lié par exemple au baseball universitaire ou au baseball un peu plus amateur, pourquoi pas même au baseball lycéen, on pourrait un peu naviguer et puis étendre un peu les sujets du podcast pendant cette off-season universitaire. Ça me ferait plaisir. Si vous voulez aussi, pourquoi pas avoir des sujets comme ces joueurs qui ont été un peu à la marque des Rossa, des stars à la fois, par exemple en basket et en baseball, ou en football et en baseball, ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant à voir par faculté, par exemple, ou chez les grosses facs, ou voir qui a même réussi à être un peu à la Deion Sanders, un two-way, un two-sports player au niveau professionnel. Il y en a très peu, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ça existait tout de même. Donc voilà, je parle beaucoup en cette fin de podcast, c'est comme si j'ai envie de meubler alors que c'est pas du tout le cas. Merci encore une fois de m'écouter. Je sais que le rythme de parution, forcément avec la off-season, est beaucoup plus disparate. Hein. Faire un podcast chaque semaine avec très peu de contenu, c'est pas si facile que ça, mais j'espère en tout cas que ça vous intéresse toujours autant. Donc encore une fois, voilà. Merci à vous. Voilà, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Pretty well hit to center field.